Aujourd'hui, nous examinons un cas de la première partie du XIXe siècle, alors asseyez-vous pendant que nous allons au pays de Galles. William Edwards est né vers l'année 1790 à Pontypool, une ville du comté de Monmouthshire, au pays de Galles. À l'époque, Pontypool était en transition. Elle s'était développée autour des fonderies de fer Hanbury, qui avaient apporté l'industrie et l'emploi dans la région, et bien qu'encore modeste en taille, elle était connue pour ses artisans qualifiés et son activité commerciale croissante, un endroit où la vie rurale rencontrait les premiers signes du progrès industriel. C'était un homme de moyens modestes mais respectable. Né dans une famille de tailleurs de pierre, il a appris le métier de son père. Et alors qu'il était encore dans la vingtaine, il avait établi une petite carrière sur un terrain où il pouvait combiner ses compétences en maçonnerie avec l'agriculture pour gagner sa vie de manière stable. William a épousé une jeune dame nommée Rachel Williams en 1820. Elle était également de Pontypool et était née en 1796. Elle avait occasionnellement travaillé chez ses parents et c'est par cet emploi que les deux se sont rencontrés. Elle avait été élevée dans une famille respectable qui lui avait inculqué les vertus de la modestie, du service et du respect. Sa mère travaillait comme couturière, confectionnant de beaux vêtements pour les dames locales, un métier dans lequel Rachel aidait parfois. Elle était connue pour sa gentillesse et sa résilience et était très appréciée de ceux qui la connaissaient. Après leur mariage, William et Rachel ont mené ce que la plupart à Pontypool considéraient un peu comme une vie tranquille et sans histoire. Ensemble, ils ont tenu une maison modeste à la périphérie de la ville, un endroit qui n'était ni particulièrement chaleureux ni malheureux. Ils employaient une servante nommée Mary Morgan, et les jours suivaient une routine familière. William partait travailler, tandis que Rachel s'occupait de la maison. Elle préparait les repas et allait au marché. Elle ne bavardait pas dans les rues, ni ne s'attardait longtemps aux portes des voisins. Elle restait à elle-même. Certains la décrivaient comme une femme de nature douce, modeste, bien parlée et douce. Mais sous ce calme apparent se cachait quelque chose de plus froid, plus insensible et discrètement sinistre. Il y avait un détachement dans sa manière qui, bien que facilement négligé au début, laissait penser qu'elle pourrait cacher des intentions plus sombres derrière une surface de civilité tranquille. Au début de 1822, le couple a quitté la ferme et a repris une auberge appelée Cross Keys, située au cœur de Pontypool. L'auberge était un lieu animé, fréquenté aussi bien par les locaux que par les voyageurs. William continuait à exploiter sa carrière, tandis que Rachel travaillait dans le pub. Elle se trouvait maintenant dans un environnement où elle voyait des hommes de tous horizons, qui se rassemblaient, échangeaient contre eux des histoires, partageaient des points de vue et propageaient des rumeurs. Et maintenant, Rachel a aussi commencé à boire. Bien qu'ils aient maintenu une apparence extérieure de bonheur, le mariage était loin d'être harmonieux. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Rachel avait une fois menacé son mari avec un couteau. Une rumeur qui laissait entendre des problèmes plus profonds derrière des portes closes. Ils avaient là commencé à dormir dans des chambres séparées. Et il devenait de plus en plus clair que leur vie domestique était marquée par une tension persistante. Le lundi 24 juin 1822, William et Rachel, accompagnés d'une femme nommée Mary Sandbrook, ont assisté à la foire à Abergavenny. C'était un rassemblement animé, l'un des plus grands de la région, attirant des agriculteurs, des commerçants et des habitants de toute la campagne. Quand ils sont rentrés en début de soirée, William était plus silencieux que d'habitude. Il se plaignait de fatigue, son visage était tiré et pâle. Cette nuit-là, il s'est couché et s'est plié de douleur. Au matin, son état s'était aggravé. Quand la femme de ménage, Mary Morgan, est allée dans sa chambre, elle l'a trouvé en sueur et se plaignant de se sentir très mal. Elle est allée chercher la maîtresse de maison, qui a immédiatement commencé à le soigner. Elle a ensuite envoyé Mary acheter quelques remèdes. Le lendemain, il était toujours très malade, alors Madame Edwards a préparé du thé sucré avec du lait et elle y a mélangé quelques poudres. Alors que Mary restait aux côtés de sa maîtresse, Monsieur Edwards buvait son thé, mais son état ne s'améliorait pas. Vers le milieu de la matinée, Rachel a décidé qu'il avait besoin de médicaments supplémentaires et a envoyé Mary chercher du laudanum, des sels d'Epsom et du vinaigre. Le jeudi 27, la maison était devenue silencieuse. William n'avait plus la force de se lever de son lit. Sa douleur était toujours évidente, et bien que sa porte était fermée, ses gémissements pouvaient être entendus dans toute la maison. Ils arrivaient là par intervalles, des sons bas et tendus qui perturbaient le silence. Rachel est restée au chevet de son mari. Elle ne parlait pas beaucoup, mais agissait comme une épouse inquiète. Cependant, de manière quelque peu étrange, elle n'a pas appelé de médecin. À l'extérieur, la vie pour les habitants de Pontypool continuait.
Ils ignoraient ce qui se passait derrière les murs de la maison publique Cross Keys. Le lendemain, Madame Edwards s'est levée tôt et a constaté que son mari n'allait pas mieux. Mais au lieu d'aller chercher un médecin, elle a demandé à Mary de brûler certains objets, du linge, des vêtements, même les tasses à thé dans lesquelles William avait bu. Rachel n'a donné aucune raison, seulement les instructions pour le faire. Silencieusement et sans poser de questions, Mary obéit et jeta les objets dans le feu. Les choses étaient à peu près les mêmes le samedi. La douleur de William était évidente et Madame Edwards continuait à s'occuper de lui. Puis, aux premières heures du dimanche 30 juin, il est mort. La mort soudaine de William Edwards a choqué beaucoup de gens dans la ville. Il était considéré comme un homme en bonne santé et était connu pour ses habitudes régulières et sa nature modeste, mais les circonstances entourant sa mort étaient des troublantes. Il est tombé malade en l'espace de quelques jours, souffrant de symptômes horribles avant de mourir. Lorsque le médecin local a examiné le corps, la cause du décès n'était pas immédiatement claire, mais il ne pouvait ignorer le soupçon grandissant que quelque chose n'allait pas. Certains signes, bien que subtils, ont déclenché des alarmes, des symptômes, qui ne correspondaient pas tout à fait à une cause naturelle. Son expérience l'a amené à se demander si ce n'était pas une mort ordinaire, mais le résultat de quelque chose de bien plus sinistre. Une autopsie a été rapidement organisée, et après que les médecins ont examiné l'estomac de l'homme décédé, ils ont confirmé que la cause du décès était un empoisonnement à l'arsenic. La découverte a provoqué une enquête du coroner qui a conclu que l'arsenic avait été administré par la femme de M. Edwards, Mme Rachel Edwards. Elle a été formellement accusée et s'est engagée à comparaître en procès. La servante, Mlle Mary Morgan, a également été accusée en tant que complice. Rachel semblait totalement inconsciente de la gravité de sa situation et n'a montré aucune émotion quand elle et Mary ont été placées dans une charrette pour être transportées de Pontypool à la prison de Monmouth, accompagnées de 2 gendarmes. Cependant, pendant le voyage, elle a réussi à fournir de l'alcool aux gendarmes et aux conducteurs, et les hommes étaient tellement ivres que Rachel et Mary ont pu s'échapper. Lorsque la nouvelle de cela est parvenue à Pontypool, plusieurs hommes locaux sont partis à leur recherche. Grâce à leur action rapide, les 2 femmes ont été découvertes endormies à Trellock Woods, à environ 4 miles de Monmouth. Elles ont ensuite été ramenées en détention. Quelques jours plus tard, il a été décidé que les charges contre Mary Morgan seraient abandonnées et que seule sa maîtresse, Madame Rachel Edwards, serait jugée. Le procès a commencé au tribunal de Monmouth devant le juge Bailey et s'est prolongé dans la nuit. Madame Edwards a été accusée d'avoir administré de l'arsenic à son mari dans la ville de Pontypool, ce qui a entraîné sa mort. Cette accusation l'accusait à la fois de meurtre et de trahison mineure, une charge historiquement utilisée lorsqu'une femme tuait son mari. Dans le box des accusés, Madame Edwards semblait physiquement fragile mais ne montrait aucun signe d'émotion ou de peur. Sur instruction du juge, on lui a fourni une chaise pour s'asseoir. M. Pearson représentait l'accusation et M. Campbell représentait les défendeurs. Le premier témoin à monter à la barre était Anne Williams, la tante de Madame Edwards. Son témoignage a immédiatement attiré l'attention dans la salle d'audience et a provoqué une agitation visible parmi ceux rassemblés dans la galerie. D'une voix posée, elle a raconté qu'une semaine environ avant la mort de M. Edwards, sa nièce l'avait approché avec une demande inhabituelle d'acheter de l'arsenic blanc ainsi que quelques autres substances. Mademoiselle Williams a affirmé que Rachel lui avait dit qu'ils étaient nécessaires pour régler un problème de souris dans la maison. Bien que l'arsenic puisse être légalement acheté pour certaines utilisations, sa nature mortelle était bien comprise. Madame Williams a détaillé leur conversation et suggéré que bien que cela puisse sembler être une demande banale, elle croyait maintenant que c'était un prétexte soigneusement voilé pour quelque chose de bien plus sinistre. L'élément de preuve le plus crucial est venu de Mademoiselle Mary Morgan, âgée de 16 ans, la bonne qui avait travaillé dans la maison de Monsieur et Madame Edwards. Elle a dit au tribunal que le couple se disputait souvent et qu'ils dormaient parfois dans des lits séparés et même dans des chambres séparées. Elle a ajouté qu'elle avait vu Madame Edwards menacer son mari avec un couteau et qu'elle l'avait une fois entendu souhaiter qu'il lui arrive quelque chose de mauvais. Mademoiselle Morgan a également noté que sa maîtresse avait été particulièrement familière avec un homme nommé James Lewis. Bien qu'avant qu'elle puisse en dire plus, la défense dirigée par M. Campbell a objecté à toute insinuation d'impropriété. Il a prétendu que suggérer que Madame Edwards s'était comportée d'une manière indigne d'une femme respectable était à la fois hors de propos et susceptible d'influencer injustement le jury.
Il a insisté sur le fait que le caractère moral de l'accusé n'était pas en procès. Monsieur le juge Bailey a été d'accord, statuant que de tels témoignages ne devraient pas être poursuivis à moins qu'ils n'aient une pertinence directe avec l'affaire en cours. Lorsqu'on lui a demandé à propos de la semaine précédant la mort de Monsieur Edwards, Mademoiselle Morgan a déclaré que son maître était revenu de la foire d'Agabaveni avec Madame Edwards et Mary Sandbrook, et que cette nuit-là, il semblait être malade. Elle a ajouté que le lendemain, alors que Monsieur Edwards était au lit, Madame Edwards l'a envoyé à la boutique de Monsieur Ebenezer Jones pour acheter 3 pennies de ce qu'elle appelait des figues de corbeau. Monsieur Pearson, représentant l'accusation, a alors interrompu et dit à la cour « Mes seigneurs, le terme figue de corbeau fait référence aux graines de l'arbre strychnine, des plantes très pernicieuses dont les graines contiennent un puissant poison connu sous le nom de strychnine. Cette substance, lorsqu'elle est ingérée, provoque des effets violents et mortels. Et les graines sont souvent utilisées pour la lutte antiparasitaire, en particulier pour tuer les corbeaux, d'où le nom. Il a ajouté qu'il est bien connu que la même substance a été utilisée à des fins plus sinistres, à savoir dans les empoisonnements en raison de ses qualités puissantes et mortelles. Après cela, Mademoiselle Morgan a poursuivi son témoignage. Elle a dit à la cour que le mercredi matin, elle a vu sa maîtresse préparer le petit déjeuner pour Monsieur Edwards et a dit qu'elle l'a vu mettre du thé dans une théière, puis couper 2 des figues de corbeau en petits morceaux qu'elle a ajoutés à la théière avant de verser le thé dans une tasse avec un peu de sucre et de crème. Elle a continué à dire que Madame Edwards est ensuite montée à l'étage avec le thé et du pain beurré qu'elle a donné à son mari. À ce moment-là, la salle d'audience était tombée dans un silence tendu. Le témoignage de la jeune fille dressait un portrait accablant des actions de Madame Edwards, chaque détail ajoutant du poids au sentiment grandissant qu'elle avait de jouer un rôle direct dans la mort de son mari. La jeune servante a continué, disant que jeudi matin, sa maîtresse lui a remis un bassin de lait et lui a demandé de le monter à Monsieur Edwards. Elle a dit qu'elle avait fait comme on lui avait dit, bien qu'avec une inquiétude grandissante, et quand elle était revenue, sa maîtresse lui a demandé si elle l'avait livré, et elle lui a dit qu'elle l'avait fait, mais a avoué au tribunal qu'elle avait peur de Madame Edwards, car elle pensait qu'elle pourrait faire du mal à son mari, et lui attribuer le méfait. Elle a continué à dire que Mary Sandbrook, qui avait été absente pour travailler plus tôt dans la semaine, est revenue à la maison un vendredi soir, ce qui lui a apporté un certain réconfort, mais le samedi matin, elle n'a pas vu son maître, et elle n'est pas allée dans sa chambre. Au lieu de cela, elle a appelé sa maîtresse depuis les escaliers et a remarqué qu'elle tenait une clé de la chambre du maître. Normalement, dit-elle, la clé était laissée dans la porte, mais ce jour-là, la porte était restée fermement fermée. C'était samedi, alors Mary a dit qu'elle devait aller au marché et a passé une grande partie de la journée hors de la maison. À ce moment-là, Mary parlait d'une voix très tremblante et a dit que dans les premières heures du dimanche 30 juin, elle était dans la cuisine lorsque sa maîtresse a descendu les escaliers et lui a dit que Monsieur Edwards était mort. Après une brève pause, elle a continué. Il a dit qu'elle n'est pas retournée dans son lit et, à la première lumière, elle a été envoyée chercher une femme nommée Betty Cadwallader. Elle a ensuite dit que Madame Edwards a fait une demande particulière en lui remettant un récipient et en lui demandant de l'emporter jusqu'au canal juste devant sa maison et de le laver avec un seau. Mademoiselle Morgan a dit qu'elle n'avait jamais fait une telle chose auparavant. Lorsqu'on lui a demandé ce que contenait le récipient, elle a répondu qu'il contenait un liquide jaunâtre, quelque chose qui ressemblait à du vomissement. Mademoiselle Morgan a ensuite pris une respiration avant de dire que plus tard ce jour-là, Madame Edwards l'a envoyée à la maison d'Anne Williams pour lui dire de ne rien mentionner à propos de son passage à la boutique de Monsieur Ebenezer Jones pour acheter de l'arsenic. Mademoiselle Morgan a déclaré qu'elle avait fait comme on lui avait dit, et à son retour, on lui avait ordonné de laver le petit bassin qui avait des traces de lait. Le témoignage a dressé le portrait de Madame Rachel Edwards comme étant une femme qui avait méticuleusement planifié la mort de son mari. Pourtant, tout au long de cela, Rachel est restée composée, écoutant tranquillement alors que les témoins rendaient compte de leur témoignage. Bien que le témoignage de Mademoiselle Mary Morgan ait initialement semblé convaincant, il a commencé à se défaire sous l'examen minutieux de la défense. Elle a été interrogée par M. Campbell, l'avocat de la défense, sur pourquoi elle avait dit au jury du coroner que le mercredi, que M. Edwards s'était habillé avec ses vêtements de travail et était sorti pour toute la journée. Mademoiselle Morgan a hésité, puis a dit calmement « parce que c'est ce que ma maîtresse m'a dit de dire ». Il y a eu un soupir dans la salle d'audience avant que l'avocat de la défense ne lui rappelle qu'elle était sous serment lorsqu'elle avait donné ce témoignage précédent.
Apparaissant assez effrayée, elle a ensuite admis qu'elle avait également faussement dit au jury du coroner que M. Edwards avait quitté la maison le vendredi matin et n'était revenu que tard dans la nuit. Sa crédibilité a commencé à s'effondrer davantage lorsqu'elle a avoué qu'elle n'avait pas dit au jury du coroner avoir vu sa maîtresse couper les figues du corbeau dans la théière. Elle a dit qu'à l'époque, elle croyait à l'explication de sa maîtresse selon laquelle les graines étaient un conte destiné à tuer les corbeaux. Lorsqu'elle a quitté la barre des témoins, des murmures se sont fait entendre dans toute la salle d'audience car bien que son témoignage ait apporté plusieurs détails à la lumière, il allait être difficile de savoir ce qui pouvait être cru et ce qui aurait pu être déformé, exagéré ou totalement faux. Alors que de nouveaux témoins étaient appelés à la barre, l'attention de la salle d'audience commençait à se déplacer. L'atmosphère a changé de manière notable lorsque le dernier témoin a été appelé, un monsieur qui a pris la défense de Madame Edwards. Il a donné son témoignage avec une conviction inébranlable, affirmant qu'il connaissait Monsieur et Madame Edwards depuis un certain temps et qu'il n'avait jamais observé de querelle entre eux, ni de raison de suspicion. Selon lui, leur foyer a toujours semblé paisible et exempt de tout type de conflit qui pourrait laisser présager une sous-entente plus sombre. Il n'y avait eu, prétendait-il, aucun signe de violence, aucune dispute publique, rien qui puisse suggérer que le lien entre le mari et la femme était autre chose qu'aimable. Après cela, le juge a résumé l'affaire. S'adressant aux jurés, il a dit qu'ils devaient traiter l'affaire avec le plus grand soin et qu'ils devaient ignorer tout ce qu'ils auraient pu entendre au-delà de la salle d'audience, comme des ragots, des spéculations ou l'opinion publique. Il leur a ensuite rappelé qu'ils devaient se concentrer uniquement sur les preuves présentées pendant le procès afin de parvenir à un verdict basé uniquement sur ce qui était réellement ressorti des débats. Il a dit que 2 questions centrales exigeaient leur considération. Premièrement, le défunt, M. William Edwards, est-il mort à la suite de l'introduction d'arsenic dans son estomac ? Deuxièmement, l'arsenic a-t-il été administré par le défendeur ? Sur le premier point, le juge érudit a examiné le témoignage des experts médicaux. Leur déclaration, a-t-il dit, laissait un peu de doute quant à la manière dont M. William Edwards est décédé. De l'arsenic était présent dans l'estomac, en quantité suffisante pour causer la mort. Il a ensuite continué à relater l'intégralité des preuves concernant la deuxième question, à savoir si Mme Rachel Edwards était responsable de l'administration du poison. Il a soigneusement détaillé si le témoignage de Mary Morgan et Anne Williams avait été corroboré par les chimistes et a averti le jury d'aborder le reste de leurs déclarations avec beaucoup de prudence, en particulier, a-t-il dit, celui de Mary Morgan, dont les preuves étaient truffées loin de contradictions et de faux aveux. Il a ensuite dit au jury que les faits suivants étaient indiscutables, que Anne Williams avait effectivement acheté de l'arsenic, que l'accusé avait un accès total et constant au défunt pendant sa maladie, et qu'aucun médecin n'avait été appelé pour examiner M. Edwards, malgré l'aggravation de son état. Regardant droit dans les yeux du jury, M. le juge Bailey leur a demandé d'examiner attentivement les preuves restantes et a conclu en disant qu'il espérait que le Tout-Puissant les guidera vers la vérité dans cette affaire des plus solennelles et tragiques. Il était maintenant 11h du soir et le jury s'est retiré pour délibérer sur leur verdict. Ils ont fait cela pendant 2 heures avant de retourner à la salle d'audience où tous les regards se sont tournés vers eux. Cependant, avant que le verdict ne soit rendu, la défendresse, Mme Rachel Edwards, a eu l'opportunité de parler. Elle a dit « Dans cette heure solennelle, je me tiens devant vous, faible et accablé de chagrin. Je vous supplie de considérer attentivement mes paroles. J'ai aimé mon mari profondément, et je pleure sa perte au-delà de toute mesure. Si j'ai fait du mal, je demande la miséricorde de mon Seigneur et de vous tous. Je prie pour que la justice soit tempérée par la compassion. Gardez à l'esprit que je suis une femme, peut-être imparfaite, mais pas sans remords. Mon seul souhait est que mon âme puisse être purifiée et que la vérité puisse apporter la paix aux vivants et aux morts. » Ces paroles ont été prononcées avec humilité et tristesse. Certains dans la salle d'audience étaient visiblement émus, tandis que d'autres restaient silencieux, leurs expressions indéchiffrables. Quelle que soit la sympathie que sa déclaration ait pu susciter, le jury était sur le point de rendre leur verdict. Le président du jury s'est alors levé et a annoncé la décision. Ils ont trouvé l'accusée, Mme Rachel Edwards, coupable de meurtre. Se tournant maintenant vers Mme Edwards, Monsieur le juge Bailey a déclaré qu'elle avait été reconnue coupable du crime le plus grave et qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule punition, la mort par pendaison. Après le procès, elle a été emmenée à la prison de Monmouth, où elle a reçu des conseils spirituels de l'aumônier. À sa demande, 2 clergymen parlant gallois lui ont également rendu visite, priant avec elle dans ce qu'elle appelait la langue du cœur.
Ces derniers jours ont été marqués par un profond remords. Le jeudi avant son exécution, ses 2 sœurs sont venues lui dire au revoir. En leur présence, Rachel a fait une confession écrite et un discours d'adieu qu'elle a demandé à être partagé avec le public. Dans celui-ci, elle a reconnu sa culpabilité et a exhorté les autres à apprendre de ses erreurs. Elle a supplié les familles de vivre avec amour, fidélité et dévotion envers Dieu. Le jour de son exécution, le vendredi 16 août 1822, une grande foule solennelle s'est rassemblée alors qu'elle se dirigeait vers l'échafaud. Elle a de nouveau avoué son crime et accepté sa sentence comme juste. Son dernier discours disait « Dans la position solennelle dans laquelle je me trouve maintenant, je ressens le besoin d'offrir quelques mots d'avertissement et de guidance. J'espère que venant de moi et de cet endroit, ils laisseront une impression durable sur vos cœurs et vos esprits. Je vous en supplie, au nom du Sauveur béni que je vais bientôt rencontrer, de considérer cela sincèrement. Mères, élevez vos enfants avec la connaissance de la révérence du Seigneur. Marie et femmes, ne prenez jamais pour acquis le lien sacré qui vous unit. Efforcez-vous toujours d'apporter du réconfort et du bonheur l'un à l'autre. Éloignez-vous de l'influence destructrice de la mauvaise compagnie. Soyez fidèles dans le culte public et privé. Lisez votre Bible, cultivez un esprit de foi. Et ne négligez jamais le pouvoir de la prière, surtout la prière en famille. Après ces mots, Rachel Edwards a été pendue et ensuite son corps a été livré au chirurgien pour dissection. Bonjour à tous et merci beaucoup d'avoir écouté. Comme d'habitude, veuillez laisser tous les commentaires ou retours que vous pourriez avoir et j'espère vous revoir tous dans le prochain Briefcase.